s'arrête jamais vraiment pour y penser, mais qu'est-ce qui pousse l'humain, tu sais, vers ces défis impossibles? Explorer l'inconnu, repousser les limites. On va explorer cette idée aujourd'hui, Oui. en plongeant dans un livre vraiment captivant, un livre qui a fasciné les lecteurs dès sa sortie et qui continue de le faire Ah aujourd'hui. oui, c'est ça le but de cette immersion profonde. Hmm. On prend une œuvre et puis on essaie d'en tirer la substantifique moelle. Mhm. On cherche les idées clés, les thèmes qui résonnent encore aujourd'hui. Exactement. On veut donner aux auditeurs un avant-goût, une nouvelle perspective sur l'œuvre et son impact. Tout à fait. Et si on fait bien notre travail, vous aurez juste une envie, c'est de lire ce livre vous-même. Parce que cette œuvre dont on va parler aujourd'hui, elle est vraiment unique en son genre. Oui, c'est vrai. On va explorer ensemble de la Terre à la Lune, suivi de Autour de la Lune. Ah, Deux romans qui ont vraiment propulsé les lecteurs dans un futur incroyable à l'époque. incroyable. Alors, installez-vous confortablement. On va décortiquer ce récit et on va essayer de trouver ces moments. Ah, ces moments où on se dit, ah, c'est ça qui rend cette histoire si spéciale. D'accord. Commençons par la genèse de cette aventure. Dans nos sources, on nous présente un lieu pour le moins particulier. Le Gun Club de Baltimore. Le Gun Club Eber, imaginez une société née après la guerre de sécession aux États-Unis. Oui. Une période de grand bouillonnement pour les inventions, surtout dans le domaine de l'armement. Mais la raison d'être, elle est un peu particulière. Oui, c'est ça. En fait, le texte met l'accent sur le un peu étrange, la destruction de l'humanité, mais avec un bot philanthropique. Ah, Et aussi la recherche du perfectionnement des armes, considérées comme des instruments de civilisation. des instruments de civilisation. Yeah. Ah, Et c'est un peu paradoxal, non? oui, tout à fait. On peut y voir une critique de cette fascination pour le progrès technique, Oui, c'est vrai. même s'il est appliqué à des fins destructrices. Et les membres de ce club, des personnages hauts en couleur. Ah oui, vraiment. Imaginez des officiers de tout grade, des vétérans marqués par la guerre, avec leurs béquilles, leurs jambes de bois, Oui, des témoignages de leur engagement, c'est ça. et leur bravoure aussi. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a cette anecdote amusante où Pete Kern calcule le nombre moyen de membres. Un membre... Oui, au sens propre, Ah, d'accord. par adhérent du club. L'idée qu'il manque statistiquement quelques bras et jambes, ça donne une image frappante de ces passionnés. Oui, c'est assez ironique quand on y pense, réunis par les séquelles de la guerre. C'est ça. Et c'est dans cet endroit un peu étrange, au sein du Gun Club, que Barbicane, le président, va faire une proposition incroyable. Oui. Imaginez la scène, une salle comble des membres du Gun Club venus de partout, Oui. suspendus à l'œuvre de leur président. Et quelle proposition grasse. Barbicane annonce son intention d'envoyer un projectile. Sur la Lune. Sur la Lune fait. Incroyable. C'est ça. Et bien sûr, ça provoque un choc, mais aussi un intérêt immense. Ce qui est captivant, c'est ce contraste entre l'audace de l'idée et le sérieux de la démarche. Parce que l'idée d'un voyage sur la Lune n'était pas totalement nouvelle, si... Non, pas vraiment. Le texte mentionne d'ailleurs des esprits qui ont déjà rêvé de conquérir la Lune. Oui. Des gens comme David Fabriceau, Jean Baudouin, Cyrano de Bergerac, ou encore Fontenelle. Des noms qui font rêver. Exactement. Et il y a aussi cette histoire de la fausse observation lunaire de Sir John Herschel. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ça avait fait sensation à l'époque, Oui. mais ce qui est différent avec Barbicane, c'est son approche. Il veut s'appuyer sur la science pour concrétiser ce rêve. C'est ce mélange de rêve et de science qui rend le livre si fascinant. Tout à fait. Et la réaction du public. Ah, elle a été immédiate. Le texte décrit une explosion de joie à Baltimore. Des fêtes toute la nuit, dans toutes les couches de la société. Imaginez l'effervescence dans les rues, les discussions animées dans les bars. Tout le monde ne parlait que de ça. Mais une fois l'euphorie passée, il a bien fallu se poser des questions. Bien sûr. Comment rendre ce rêve possible? Quelle vitesse faudrait-il atteindre? Et comment viser la Lune? Ah oui, la Lune, ce n'est pas la porte à côté. C'est ça. Le texte mentionne la vitesse initiale nécessaire. 12 milliards par seconde. Un chiffre astronomique. Impressionnant, hein, c'était. C'est ça. Et il y a aussi l'idée du point neutre, l'endroit où l'attraction de la Lune devient plus forte que celle de la Terre. Un concept clé pour comprendre le voyage. Oui, c'est fascinant. Le projectile finirait par tomber sur la Lune. Exactement. Pour bien comprendre le projet, il faut aussi replacer la Terre dans son contexte cosmique. Oui, c'est ce que fait Verne dans le livre. Il nous offre une vue d'ensemble de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est un rappel important de notre place dans l'univers. Absolument. Le Soleil, notre étoile, est gigantesque comparé à la Terre. Et puis il y a cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Des vestiges d'un monde disparu.
Mystérieux. Oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, il y a la Lune, notre destination. Le texte mentionne sa rotation synchrone. C'est-à-dire? Est-ce? Eh bien, elle nous montre toujours la même face. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, il y a les librations. Les vibrations. Oui, ce sont des petits balancements qui nous permettent d'entrevoir un peu plus sa surface. Ah, d'accord. Verne nous explique aussi ses phases, sa période sidérale. C'est intéressant de voir comment il intègre ses connaissances astronomiques dans son récit. Tout à fait. Il vulgarise la science pour la rendre accessible à tous. Et il n'hésite pas à aborder des théories qui se sont avérées fausses plus tard. Oui, comme l'idée de la Lune, une ancienne comète capturée par la Terre. Ça montre l'état des connaissances scientifiques de l'époque. Exactement. Face à ce défi colossal, Barbicane a réuni un comité au sein du Gun Club. Oui, pour s'attaquer au plus important problème de la balistique, comme il est dit. Et les discussions ont dû être animées d'elle. Ah oui. On imagine l'enthousiasme de Weston, pour qui ce projectile représente le summum de la puissance humaine. Oui, un véritable défi lancé à la nature. C'est ça. Mais il y a aussi des considérations plus pratiques. La taille du projectile, le matériau à utiliser. Oui, il faut rester pragmatique. Exactement. Barbicane propose l'aluminium pour sa légèreté. Un choix judicieux. C'est ça. Et pour limiter le poids, on opte pour un projectile creux. Un obus. Exactement. Maston, toujours plein d'humour, suggère d'y inclure des dépêches et des échantillons terrestres. Un maston, toujours à faire des blagues. C'est ça. Mais il faut aussi penser à la résistance du projectile, Bien. l'épaisseur des parois, l'énorme force d'impulsion. Des défis techniques considérables. Tout à fait. Et pour propulser ce projectile. Eh bien, il faut une arme à feu à la hauteur du défi. Un canon. Oui, un canon gigantesque, la Columbiade. La Columbiade. Un nom qui sonne fort. C'est ça. Et il faut imaginer la quantité de poudre nécessaire pour l'envoyer sur la Lune. Une quantité astronomiquement. On parle de centaines de milliers de livres de poudre. Incroyable, ami. Et le matériau de ce canon? La fonte de fer. Un matériau solide et économique. Pragmatique. C'est ça. Mais la question de la quantité de poudre divise les experts. Ah oui, oui. Oui. Certains préconisent 200 000 livres, d'autres 800 000. Un sacré écart, c'est ça. Au milieu de toutes ces questions scientifiques, il y a aussi une rivalité personnelle qui pimente le récit. Oui, la rivalité entre Barbicane et le capitaine Nicole. Barbicane, l'inventeur de projectiles. Et Nicole, l'inventeur de blindage. Deux esprits brillants, mais rivaux. C'est ça. Leur rivalité est si forte qu'elle s'étend même à leurs rêves. Ah oui. Oui. Et quand Barbicane annonce son projet lunaire, ça ravive leur animosité. Nicole n'est pas content. Non. Il est jaloux de l'idée de Barbicane. C'est compréhensible. Il lance des défis à Barbicane. Parie contre le succès du projet. Ça ajoute du piment à l'histoire. Tout à fait. L'engouement pour le projet est tel que plusieurs États se disputent la construction de la Columbiade. Oui, chacun veut accueillir ce projet grandiose. Une belle illustration de la fascination pour le progrès. C'est ça. Et le financement? Des contributions affluent du monde entier. Même la France, initialement sceptique, finit par participer. Une véritable aventure internationale. C'est ça. Une fois le site choisi en Floride, les préparatifs démarrent. Oui, Barbicane et son équipe arrivent à Tampa Town. Ils doivent trouver le terrain idéal pour construire la Columbiade. Pas facile de trouver un terrain pour un canon géant visant. C'est ça. Barbicane veut un terrain aride pour éviter les problèmes d'eau souterraine. Judicieux. Ils explorent la Floride, rencontrent des alligators, des séminoles. Ah, la Floride, un endroit exotique. C'est ça. La construction de la Columbiade est une véritable prouesse d'ingénierie. Oui, il faut creuser un puits profond, construire un support en chaîne, utiliser du ciment hydraulique. Un travail titanesque. C'est ça. Et il y a des accidents, des pertes humaines. Ah oui, Oui, la construction est périlleuse. c'est une facette plus sombre du récit. Oui, c'est vrai. La fonte de la Columbiade est un moment important. Oui, Barbicane insiste pour que ce soit fait en privé pour des raisons de sécurité. Prudent. Des membres du Gun Club visitent le chantier, guidés par Maston, toujours aussi enthousiaste. On imagine les explications passionnées de Maston. C'est ça. Et puis, il y a l'arrivée inattendue de Michel Ardan. Michel Ardan. Oui, un Européen flamboyant qui se propose de voyager dans le projectile. Dans les projectiles, non. Mais c'est de la folie. C'est ce que tout le monde pense. C'est vrai qu'envoyer un projectile vide sur la Lune, c'est déjà incroyable. Mais un voyage habité, c'est une idée révolutionnaire. Ardan est un personnage fascinant. Ah oui, vraiment. On a l'impression qu'il débarque de nulle part. C'est ça. Il était castant, plein d'audace. Un vrai personnage de roman. Tout à fait. Son arrivée à Tampa est un événement.
Oui, la foule est immense, la presse est là. Une star day. Ardan est un personnage charismatique. Il séduit le public. C'est un artiste, un aventurier. C'est ça. Un vrai contraste avec Barbicane, le scientifique rigoureux. Tout à fait. Leur première rencontre est amusante. Oui, Ardan est direct. Il tutoie Barbicane. Familier. C'est ça. Il est déterminé à partir sur la Lune. Rien ne peut l'arrêter. Le débat public organisé par Ardan est un moment clé du récit. Oui, il expose sa vision du voyage lunaire avec brio. Il a le don de captiver son auditoire. C'est ça. Son analogie des planètes comme des projectiles du Créateur est très poétique. Oui, c'est une belle image. Il répond aux inquiétudes concernant la vitesse, l'habitabilité de la Lune. Avec conviction. C'est ça. Le débat sur l'atmosphère lunaire est passionnant. Oui, on voit les arguments pour et contre la possibilité d'un voyage habité. Exactement. L'arrivée de Nicole au débat est un coup de théâtre. Oui, il vient défier Ardan. Encore lui. Il parie contre le succès du projet. Il n'a pas peur de perdre, Huffart. Apparemment, non. Ardan relève le défi. Bien sûr, il ne se laisse pas intimider. Les préparatifs du voyage entrent dans une phase concrète. Oui, on aménage le projectile selon les demandes d'Ardan. Il veut un intérieur confortable. C'est ça. Imagine un espace luxueux. Ah, Ardan. Toujours le souci du confort des... Barbicane, lui, se concentre sur les aspects techniques. Bien sûr, il faut que le projectile soit sûr. Il imagine des mécanismes pour absorber le choc du lancement, des ressorts, des tempos hydrauliques. Ingénieux. C'est ça. On construit un télescope géant dans les Rocheuses. Oui, pour observer le projectile pendant son voyage. Un télescope capable de voir des objets minuscules sur la Lune. C'est ça. Impressionnant. C'est une époque où l'astronomie fascine. Le chargement de la poudre en la Columbiade est périlleux. Oui, 400 000 livres de fulmicoton. Du fulmicoton, c'est un explosif puissant. C'est ça. Nicole a d'ailleurs parié sur une explosion. Ah, Nicolas. Barbicane prend des mesures de sécurité drastiques. Normal. Maston V au glas. Avec son zèle habituel. On charge aussi le projectile, avec les provisions, les instruments scientifiques. De quoi tenir un an. C'est l'idée. Vivre, eau, alcool. C'est ça. Et bien sûr, des cartes de la Lune. Pour se repérer là-haut. Exactement. Le jour du lancement arrive enfin. Oui, le 1er décembre. C'est un jour historique. Tout le monde est prêt. Le projectile est en place. Le système de recul est rempli d'eau. Et les voyageurs arrivent. Ils arrivent. Barbicane est calme, Nicole stoïque, Ardan exubérant. Comme toujours. Une foule immense est présente. Des millions de personnes. On chante l'hymne américain. Oui. Puis un silence profond s'abat. Le moment de vérité. L'ordre d'allumage est donné. Une gerbe de feu jaillit de la Columbiade. Spectaculaire. La Floride est illuminée. Un bruit assourdissant, comme un tremblement de terre. Incroyable qu'elle. Le projectile s'élance vers le ciel. On imagine l'émotion de la foule. Le lancement provoque des ondes de choc, des vents violents. Des conséquences imprévues. Une tempête se forme dans l'Atlantique. Ah oui. Un navire est coulé. Dramatique. Le ciel devient nuageux. Le lancement a perturbé l'atmosphère. C'est ça. L'attente commence. Oui, tout le monde scrute le ciel avec des télescopes. À la recherche du projectile. Mais le temps est couvert. Pas facile d'observer. Maston est parti dans les Rocheuses avec le grand télescope. Il ne veut rien rater. Ardan, lui, est confiant. Bien sûr. Il croit en la réussite du projet. Et à l'intérieur du projectile. Les voyageurs ont subi un choc violent au lancement. Normal, avec une telle accélération. Ardan plaisante. Barbicane essaie de le rassurer. Ardan, toujours optimiste. Ils ont ressenti une chaleur intense due au frottement de l'air. Impressionnant. Puis ils ont réalisé qu'ils étaient dans le vide spatial. Un moment unique, Malik. Ils n'ont pas entendu l'explosion du lancement. Ah bon. Pourquoi? Le projectile allait plus vite que le son. Incroyable. Ils passent les premières heures à s'adapter à leur nouvel environnement. Ils mangent, ils observent la Terre qui s'éloigne. Le système d'oxygène fonctionne. Tout va bien pour l'instant. Oui, mais un incident survient. Oh oui. Un coq s'est mis à chanter. Un coq. Dans le projectile, toi. Oui, il s'était glissé à l'intérieur. Incroyable, Pes. Plus grave, le chien satellite est mort. Ah non, là. Probablement à cause du vide spatial. Triste. Ils ont calculé qu'ils ont perdu un tiers de leur vitesse initiale. À cause du frottement de l'air. C'est ça. Il fait très froid dehors. Oui, des dizaines de degrés en dessous de zéro. Glaçant, hein. Ils observent la Terre, un point sombre dans l'espace. Un peu mélancolique. La Lune, elle, se rapproche. Le voyage continue.
Ils ont parcouru une grande partie du trajet. Bientôt l'arrivée, là. Pas si sûr. Ah bon, Ils observent des débris qui flottent à côté d'eux. des débris. Y compris le corps de satellite. Oh non! Adam fait des blagues, comme toujours. Ardent, il ne perd jamais son humour. Il imagine utiliser les météores pour envoyer du courrier. Original comme idée. Il est convaincu que Maston les rejoindra sur la Lune un jour. Maston sur la Lune. Pourquoi pas? Ils atteignent le point neutre. Le point où l'attraction de la Lune devient plus forte. C'est ça? Ils sont en apesanteur. Ardent en profite pour faire des acrobaties. Il ne peut pas rester en place. Le projectile se retourne progressivement. Sous l'effet de la gravité lunaire, Exactement. il célèbre ce passage symbolique. La Lune les attire de plus en plus. Ils vont bientôt atterrir. C'est ce qu'ils espèrent. Mais Barbicane s'inquiète. Pourquoi? Leur trajectoire n'est pas bonne. Ils risquent de rater la Lune. Oh non! Ils passent à proximité d'une montagne lunaire. Ils la frôlent. Mais ils continuent la route. Ils ne vont pas atterrir. Non, ils passent au-dessus du pôle nord de la Lune. Incroyable. Ils vont voir la face cachée. Malheureusement, non. Dommage cher. La face cachée n'est visible que pendant la nouvelle Lune. C'est vrai. Ils ont manqué leur chance. Déception. Il fait de plus en plus froid. Le soleil ne les réchauffe plus. Barbicane réalise une chose terrible. Laquelle? Ils ne retourneront jamais sur Terre. Ah non! Et ils n'atterriront pas sur la Lune non plus. Mais ça, Ils sont condamnés. c'est horrible. Ils vont mourir de froid, de faim, de soif. Un destin tragique? Ils scrutent la face cachée de la Lune. À la recherche d'un signe d'espoir. Oui, peut-être une atmosphère, une trace de vie. Mais ils ne trouvent rien. La Lune est un monde mort. Ardent regrette de ne pas voir la face cachée. Il imagine que les habitants d'autres planètes en savent plus sur leurs satellites que nous. C'est possible. Ils observent des étoiles filantes. Des météores! Soudain, un énorme météore apparaît. Juste à côté d'eux. Il explose dans un silence absolu. Le vide spatial. Barbicane comprend ce qui s'est passé. Quoi donc? Le choc a modifié leur trajectoire. Ah! Ils ne vont plus s'écraser, Ouf! mais ils ne vont pas non plus atterrir. Ils sont en orbite autour de la Lune. Ils sont devenus un satellite de la Lune. C'est ça. Ardent prend la nouvelle avec philosophie. Bien sûr. Il est toujours optimiste. Ils observent la surface lunaire avec plus de détails. Il voit des cratères gigantesques. Clavius. Tycho. Des noms qui évoquent l'immensité de l'espace. Tycho est particulièrement brillant. On le voit même depuis la Terre. C'est vrai. On se demande d'où viennent ces rayons lumineux. Des coulées de lave. Des projections de roches. Le mystère reste entier. La Lune a peut-être été habitable autrefois. Avant que son atmosphère ne disparaisse. Comme la Terre un jour. Une pensée troublante. Nicole et Barbicane s'endorment. Épuisés par leur aventure. Mais un choc brutal réveille Barbicane. Encore un choc. Il est inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Sur Terre, Oh. on recherche le projectile. Bien sûr. Le Susquehanna sillonne le Pacifique. Ils utilisent des sondes pour explorer les fonds marins. Des profondeurs abyssales. Inquiétant. 10 jours ont passé. Aucun signe du projectile. Les officiers du Susquehanna sont pessimistes. Ils craignent le pire. Un jeune midshipman garde espoir. Puchant, Le Susquehanna s'apprête à quitter San Francisco. ils abandonnent les recherches. Soudain, un sifflement se fait entendre. Un sifflement, d'où vient-il? Un marin aperçoit une bouée au loin. Une bouée pour. Elle est étrange. Pourquoi là? Elle brille comme de l'argent. Étrange. Elle porte un pavillon. Mystérieux. Voilà, c'est la fin de notre exploration. Une fin ouverte. Oui, pleine de questions. Qu'est-ce que cette bouée, ça? Est-ce un signe des voyageurs? Le mystère reste entier. Jules Verne nous laisse imaginer la suite. C'est ça la magie de la littérature. De la Terre à la Lune. Et autour de la Lune sont des œuvres captivantes. Un mélange d'aventure, de science, d'humour. Jules Verne nous transporte dans un monde extraordinaire. Il stimule notre imagination. Il nous fait rêver de voyages spatiaux. Si vous avez envie de découvrir cette histoire, procurez-vous le livre illustré chez Éditions Kiel. Il est disponible sur Amazon.fr. Les illustrations sont magnifiques. Elles ajoutent une dimension visuelle au récit. Un vrai plaisir pour les yeux. Face à l'immensité de l'univers, il y a toujours de l'inattendu. L'imagination peut dépasser la réalité. La bouée mystérieuse en est la preuve. Une invitation à la réflexion. Et à l'émerveillement.